Bienvenue dans le débat sur France 24. Le Tchad dans l'incertitude au lendemain de la mort d'Idriss Déby qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 1990. Les funérailles nationales sont prévues vendredi. Emmanuel Macron y participera. Idriss Déby est mort des suites d'une blessure alors qu'il commandait son armée contre des rebelles dans le nord du pays. Un de ses fils, général et commandant de la garde présidentielle, est chargé de le remplacer. Alors quel est le bilan du règne d'Idriss Déby? Quelle sera la transition dans ce pays? Quelle est l'importance des mouvements rebelles et quels sont finalement les risques de déstabilisation? Et puis, quel impact sur le G5 Sahel et sur la lutte contre le terrorisme? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à nouveau, il revient, Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent, journaliste indépendant, essayiste, enseignant spécialiste de l'Afrique, auteur donc votre dernier livre, Tyran d'Afrique, et c'est chez Perrin. Bienvenue dans l'émission. Merci. Gauthier Rybinski est à mes côtés, notre chroniqueur international France 24. Par Skype, Roland Marchal, chercheur au CERI, le Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste des conflits armés en Afrique centrale. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Et on attend donc un opposant, donc Abdelkerim Yacoub Koudoun Goumi, qui devrait nous rejoindre donc lors de ce débat. Avant de commencer cette discussion, regardons d'abord la carte du Tchad, un pays sans accès à la mer, vous allez le voir, coincé entre la Libye et la Centrafrique, le Soudan et le Niger, 16 millions d'habitants, sa capitale est N'Djamena. Et justement, la population ce matin à N'Djamena était encore sidérée par cette mort brutale d'Idriss Déby et puis par la prise de pouvoir par l'un de ses fils, Mahamat Idriss Déby, général, commandant de la garde présidentielle chargé de le remplacer. On va écouter les réactions sur place et on va voir également que l'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Et moi, je demande également l'appui de la communauté internationale d'aider ce pays à revenir sur une bonne position. Ce n'est pas normal. Le président de l'Assemblée est là, donc c'est lui qui doit prendre les choses en main. Mais on confie encore au militaire, donc c'est la suite logique de Idriss Déby, donc je suis contre. Donc l'opposition dénonce, je vous le disais, un coup d'État institutionnel. Vincent Hugeux, c'est un peu la sidération ce matin à N'Djamena, la capitale. Donc le fils de Déby, Mahamat Idriss Déby, prend le pouvoir. Il occupe les fonctions, j'ai regardé, de président de la République, de chef de l'État, de chef suprême des armées. Il y a un conseil militaire de transition qui a été mis en place, composé de 15 généraux, connus pour être le cercle le plus fidèle de l'ancien chef de l'État. C'est une drôle de transition. Étrange transition, couleur kaki, Mahamat Idriss, couleur kaki. Le fils cumulard de collection, puisque en plus des attributions que vous avez mentionnées, il apparaît qu'il préside également des conseils militaires, conseil des ministres, conseil et comité supérieur de la défense nationale. Il va promulguer les lois adoptées par les 69 membres du Conseil national de transition, nommés par ses soins, raccourcissons les circuits. Il y a quand même un élément qui peut... Donc de quoi parle-t-on en résumé? On parle de l'orchestration d'une transmission du pouvoir confisquée par la caste militaire, mais attention à ne pas porter un regard candide sur ce qui apparaît comme une mécanique parfaitement huilée. C'est sans doute anecdotique, mais quand même, on remarquera que la fameuse charte de la transition, et ses 95 articles, a été diffusée sur le site de la présidence pour disparaître quelques heures plus tard. Et on nous a expliqué benoîtement que ce n'était pas la bonne version. Donc il semble qu'il y ait quelques couacs dans cette chorégraphie qui semblait pourtant être aussi martiale qu'un défilé militaire. Et ça peut vouloir dire, mais je parle sous le contrôle de Roland Marchal, qu'en réalité, tout ce que l'on sait des fissures dans l'ensemble du clan Zagawa, y compris entre Mahamat Idriss et ses demi-frères, entre tel général et tel autre étoilé, eh bien peut-être que tout ça n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Moi, mon pari, ce serait que la situation reste extrêmement volatile et que rien n'est écrit en ce qui concerne la dramaturgie des jours qui viennent. Abdelkerim Yacoub Koudoun Goumi, vous nous avez rejoint, un membre de la société civile tchadienne, coordinateur du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad, directeur également Afrique de l'ONG Internet sans frontières, chercheur à l'IPSE. Merci et bienvenue dans l'émission. Alors vous êtes dans l'opposition, une trentaine de partis d'opposition tchadiens ont dénoncé un coup d'État institutionnel. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Nous pensons que ce qui est en train de se passer au Tchad est très grave. C'est un risque très élevé de guerre civile qui est en train de se produire au Tchad. Je crois que la France et la communauté internationale doivent prendre leurs responsabilités afin d'éviter
que le Tchad puisse sombrer dans la plus grande crise que le pays ait connue. Qu'est-ce que vous contestez exactement? Nous contestons tout. D'abord, ce conseil qui a été mis en place a été unilatéralement décidé par des individus qui n'ont aucune légitimité ni légalité. Le Tchad est une république et l'ordre républicain doit être respecté. Aujourd'hui, on a vu, par cet acte, ils ont montré que la Constitution n'est plus une source de paix, de stabilité et qui permettra au Tchad de répartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire des élections, pour faire simple? Madame, le Tchad a connu une situation extrêmement grave et exceptionnelle. Pour que le Tchad puisse répartir sur de nouvelles bases, on n'a pas besoin d'un conseil militaire. Ce n'est pas aux militaires de décider de ce qui doit être l'avenir du Tchad. C'est à nos institutions, d'abord ces institutions qui sont déjà bancales mais qui existent, nous devons d'abord et avant tout les respecter. C'est ce qu'on demande. Le peuple. C'est-à-dire l'organisation d'élections? D'abord, avant d'organiser des élections, parce que pour organiser des élections, madame, il faut avoir un environnement politique, social apaisé, où les Tchadiens ont déjà posé les bases d'un dialogue, de vérité, de réconciliation, afin d'aller vers des élections apaisées, transparentes, équitables, où tout le monde pourra participer en tant que Tchadien. C'est ce que les Tchadiens demandent. Là, on a posé les charrues avant les bœufs. Comment on peut accepter carrément, vous avez dit, c'est un coup d'État. Eh bien, quand les coups d'État ne sont pas acceptés, quand on n'accepte pas la prise des armes, du pouvoir par les armes, on ne peut pas non plus accepter la confiscation de ce pouvoir dans une continuité des systèmes en évitant l'alternative et l'alternance. C'est ce que les demandent. La France est en train de se poser, ou bien, en tout cas, ce qu'on constate, la France a pris le mauvais chemin. Et nous appelons à la France à revenir vers le bon chemin en permettant aux Tchadiens de dialoguer. Voilà, on va revenir sur la réaction de la France. Roland Marchal, je voudrais qu'il réagisse justement à ce que vous dites, Abdelkarim Yacoub Koudoungoumi. Comment Vincent Hugeux parle de quoi que Abdelkarim Koudoungoumi parle d'un coup d'État, d'ailleurs l'ensemble de l'opposition dit cela. Roland Marchal, quelle est votre analyse ? Écoutez, je crois qu'il y a, pour pérenniser le régime, il n'y avait pas 36 méthodes. Il fallait garder un Zagawa au pouvoir. Ça voulait dire d'emblée garder des gens qui sont dans la garde présidentielle. Et évidemment, le dirigeant de cette garde présidentielle était le meilleur candidat, puisque sa légitimité dans ce groupe, c'est d'être le fils de son père. Malgré sa jeunesse, hein, quand vous regardez les autres généraux, ils sont quand même nettement plus âgés. Donc je crois que fondamentalement, il y a une volonté de pérenniser un certain type de pouvoir, d'où toutes ces fonctions qui sont dévolues à notre jeune héros. Mais je crois aussi que l'appareil militaire de Déby, si vous voulez, il faut revenir sur l'histoire de ce régime. Les Français parlent de stabilité au Tchad, c'est quand même quelque chose qui est une énorme escroquerie intellectuelle, dans la mesure où le régime Déby a toujours suscité des rébellions. Donc c'est un régime qui a suscité des rébellions et qui ensuite s'est construit l'appareil militaire pour régler ces guerres civiles. D'où son efficacité peut-être au Sahel, mais d'où aussi la récurrence de divisions internes extrêmement fortes, bâties sur des choses très différentes, que ce soit des rivalités communautaires, que ce soit des ambitions personnelles, que ce soit aussi l'hostilité quelquefois à des alliés. Vous savez, ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est sans doute de se demander ce que fait Madame Hinda Déby et tous ses affidés. Qui ont participé à la prédation tant que Idriss Déby était vivant et qui aujourd'hui sont sans doute dans une situation extrêmement précaire. Donc vous avez un ensemble de contradictions qui sont sociales, qui sont communautaires, qui sont quelquefois même politiques et qui se sont exprimées à différents moments dans l'appareil militaire et sécuritaire. Et tout d'un coup, par le miracle d'une déclaration et d'un appui français, il faudrait penser que non, tout est droit, tout est parfait, et chacun a le doigt sur la couture du pantalon pour suivre Mahamat Idriss Déby vers
vers quoi? Vers de nouvelles guerres civiles internes? Oui. Gauthier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Roland Marchal? On pourrait justement reparler de ces rebelles, puisque Idriss Déby est mort à la suite de cette bataille avec ces fameux rebelles. C'était une offensive, j'ai oublié d'ailleurs le nom oui, les FACT, les porte-parole, le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, qui manifestement, eux, alors ne sont pas du tout d'accord non plus avec cette succession, et disent d'ailleurs qu'ils seraient peut-être, dans les prochains jours, à N'Djamena, militairement parlant. Là aussi, il y a des choses assez troublantes, si vous voulez. C'est que cette rébellion dit, au fond, si la légalité constitutionnelle avait été respectée, nous serions prêts à nous arrêter en route et à discuter. Mais depuis quand cette légalité constitutionnelle était-elle respectée? Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu, effectivement, que le régime tchadien ne squeeze pas, pardonnez-moi l'expression, ne contourne pas le Parlement, mais depuis quand fallait-il que la rébellion soit d'accord pour respecter une forme, une émanation de ce qu'était le régime Déby? Il y a des choses il y a très une curieuses. chance qu'il monte effectivement jusqu'à N'Djamena, qu'effectivement les conflits dont parle Roland Marchal se poursuivent. Mais bien sûr, et ce sur une base assez simple aussi, c'est ça qui est dramatique dans l'histoire du Tchad et d'autres pays, c'est ce désert programmatique à la fois du régime Déby, mais le désert aussi programmatique des rébellions dont on ne sait pas si elles ont autre chose en tête. Alors, elles ont été, dit-on, à une époque stipendiées par la Libye, mais Idriss Déby lui-même avait promis moult choses à Kadhafi en disant « je vais libérer les prisonniers libyens si vous m'aidez ». Donc il y a porosité entre les deux. Mais le désert programmatique, c'est-à-dire idéologique au bon sens du terme, il est à la fois celui du régime Déby et il est aussi celui de ces rébellions. Et quand Roland Marchal disait tout à l'heure à propos de la France qu'elle avait misé sur une stabilité illusoire, oui, c'est parfaitement vrai, parce que cette stabilité est toujours à court terme, et qu'on se rend compte que non seulement à l'occasion d'une crise comme celle-ci, on est dans une situation potentiellement de guerre civile, comme disait notre invité, et puis aussi parce que Idriss Déby, qui s'est rendu indispensable auprès de la France, notamment dans la lutte contre le djihadisme, a toujours fait preuve d'une hétérodoxie en la matière, où il était totalement en désaccord avec Paris, puisqu'il a apporté son soutien militaire, tout en disant, par exemple, que la situation dans le Sahel était la cause du délitement de la Libye. Donc il n'est pas là-dessus non plus en accord avec Paris. Et Paris, malgré tout, se dit... il vaut mieux faire le pari précisément de ce personnage, de cette stabilité-là, alors qu'au fond, il n'y a rien de véritablement stable dans l'affaire. On va écouter justement Gabriel Attal, le porte-parole de l'Élysée, qui s'est exprimé aujourd'hui. L'Élysée qui a salué justement un ami courageux de la France après la mort d'Idriss Déby. On l'écoute. Idriss Déby était un homme de courage, un homme passionné de son pays et un combattant ardent pour la stabilité et la sécurité au Sahel. Le président de la République, je peux vous l'annoncer, l'a redit ce matin, lui a rendu hommage ce matin au Conseil des ministres, et il se rendra à ses obsèques en fin de semaine. Aujourd'hui, une transition commence dans des conditions dont nous prenons acte. Nous espérons qu'elle se déroulera pacifiquement, dans un esprit de dialogue et de concertation, pour aboutir à une gouvernance civile stable, et que la transition militaire sera la plus brève possible. Vincent, donc effectivement, Emmanuel Macron va aller aux funérailles vendredi. Écoutez, les formules convenues que nous assène Gabriel Attal, en creux, disent beaucoup des inquiétudes de Paris. Inquiétudes de plusieurs natures. D'abord, que sait-on de la posture de Mahamat Idriss et des nouveaux maîtres du pays quant au degré d'engagement du Tchad sur le terrain sahélien? Il y a un risque de flottement, il y a un risque de réduction de voilure, car la priorité du moment sera évidemment la sécurité intérieure. Et puis il y a une autre crainte qui est encore plus aiguë que la précédente, c'est celle tout simplement d'un engrenage fatal où on irait dans le règlement de compte. À ce propos, deux remarques. Règlement de compte à l'intérieur de la nébuleuse Zagawa, dont on sait qu'elle a été fissurée au fil des décennies par les arriérés des rébellions avortées. Donc, quand on nous dit il fallait un Zagawa, je vais vous donner un exemple très simple. Le problème donc, de expliquez un peu Zagawa, c'est les grand groupe ethnique qui est celui, on l'a dit tout à l'heure, de Idriss Déby. Bien. Le problème, c'est que la mère de Mahamat Idriss est d'ethnie Gorane, une autre ethnie majeure dans cette région du monde. Bien. Son
épouse l'est aussi. Et ça suscite chez certains de ses congénères et de ses compagnons d'armes une méfiance, voire une suspicion. Par ailleurs, le jeune âge, qui a été relevé tout à l'heure par Roland Marchal, suscite aussi quelques interrogations. Et un dernier point qui montre à quel point, là aussi, il y a du sable dans la machinerie. On n'en manque pas au Tibesti, c'est vrai. En 2018, il y a eu un forum national largement avalisé par le défunt Idriss Déby, où on a rehaussé à 45 ans l'âge minimum d'accès possible à la présidence. Quel âge a ce jeune homme? 37. Donc il y a même des contradictions internes, comme on disait au Parti communiste jadis, avec les enseignements paternels. Abdelkarim Yacoub Koudoungoumi, comment réagissez-vous justement à la présence d'Emmanuel Macron aux obsèques vendredi d'Idriss Déby? Nous sommes une présence pour des obsèques. D'abord, il faut comprendre si on parle juste sur le plan humain ou sur le plan institutionnel, parce que le fait de venir à ces obsèques pour rencontrer cette junte, il faut vraiment l'appeler comme telle, c'est que c'est une façon de légitimer et confirmer le soutien de la France à cette junte. Maintenant, je voulais juste ajouter quelque chose sur cette grille de lecture que Vincent Egeu a donnée. Il y a beaucoup de biais cognitifs dans cette approche, surtout ethnique, ou l'approche d'analyse des intentions des forces de la résistance. Parce que dire rebelle, c'est très réducteur aussi, c'est de minorer le projet que porte cette résistance tchadienne. Moi, je crois qu'il faut d'abord voir pourquoi on en est arrivé là. Ceux qui ont pris les armes, ce n'est pas par gaieté de cœur. Regardez un peu en arrière, remontez, quelle était la situation politique au Tchad. D'abord, sur le plan des élections, sur le plan de la liberté d'expression, tout l'espace politique était verrouillé. L'alternance démocratique était impossible. On était face à un blocage d'un homme qui confisque le pouvoir en bafouant tous les droits des Tchadiens. Les Tchadiens ne pouvaient pas manifester, les Tchadiens ne partaient aux urnes, il y a des mascarades. Donc, quand les gens ont pris les armes, ce n'est pas pour aller confisquer le pouvoir ou avoir, comme il a dit, c'est un désert pragmatique. Je ne crois pas que c'est un désert pragmatique. Ces gens qui viennent avec les armes, justement, c'est pour rendre possible cette alternance qui permettra d'instaurer une vie politique. Donc, ils ne viennent pas pour prendre le pouvoir pour gouverner. Donc, si ces rebelles sont à N'Djamena demain, quelle sera votre réaction? Ça serait pas pour renverser le pouvoir? Écoutez ce que ces rebelles ont dit depuis très longtemps, madame. Les rebelles ne sont pas isolés quelque part et que la société civile est isolée de l'autre. Non. C'est ce que disent les rebelles. Vous étiez un peu étonné que l'approche de la légalité des rebelles, quand ils ont dit que si on a respecté la Constitution, on serait disposé à aller à un dialogue. Parce que la mort d'Idriss Déby a tout changé la donne. Oui. Ça veut dire que la mort d'Idriss Déby, c'était la mort du régime et que, pour une fois, Idriss Déby avait refusé le dialogue qu'a offert la société civile, les partis politiques, la diaspora et la rébellion armée étaient tous disposés à aller vers un dialogue national inclusif. Idriss Déby a refusé. Bon, maintenant qu'Idriss Déby n'était pas là, les rebelles ont dit, si aujourd'hui on respecte l'égalité républicaine, on est prêt à rentrer pacifiquement pour s'asseoir autour d'une table afin de réfléchir ensemble. Parce que donc vous pensez qu'il pourrait y avoir un dialogue avec... C'est possible le dialogue. Mais avec cette jeune, ce n'est pas possible, madame. Dans leur communiqué, je ne sais pas si vous avez décortiqué, ils ont immédiatement qualifié la résistance armée de terroristes, de hordes barbares. Donc, ces arguments ont déjà montré l'intention de cette... Donc, c'est ce que vous disiez, le risque de guerre civile. On va terminer là-dessus cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause. Restez avec nous. Un grand risque, madame. C'est un très, très grand risque.